Alors, c'est un petit problème marrant, ça. Donc, regardez, une voiture moyenne. Une voiture moyenne, elle fait combien? Elle fait 1,7 m litres au 100. Donc on dit qu'une goutte, ça fait combien? 0,5 litres, 0,05 litres. C'est ça que vous m'avez dit? C'est égal, alors 7 divisé par 0,05. 7 millilitres. Donc 0,05 exposant moins 3. Donc ça fait 1,4. Ça entraîne que 1 litre est égal à 1,4 10 puissance 5 gouttes. D'accord? Donc 7 litres. Donc 7 litres font 9,8 10 puissance 5 gouttes. Et ça fait 100 km. Donc une goutte. Une goutte. Donc 100 km, c'est 10 puissance 5 mètres. Ça vous fait à peu près 0,12 mètres. Bon, c'est pas complètement ridicule, hein, vous voyez. Donc on a pris une voiture qui consomme beaucoup. On a pris une petite goutte d'eau. Là, vous faites à peu près 12 cm avec une goutte d'huile, une goutte d'essence. 12 cm. Ouais. Elle a pris une petite goutte. 0,05, c'est une petite goutte. Donc en fait, vous faites plutôt 1 mètre en vrai. Regardez maintenant le problème des panneaux solaires. Donc on va d'abord regarder combien. Donc ce problème il est très simple. Donc on a des panneaux solaires hein, comme ça. On va mettre en rouge. Ça. Ils sont ronds mes panneaux solaires. Moi j'ai des panneaux solaires ronds. Et la question c'est qu'ils me génèrent de l'électricité. Ça. Donc est-ce qu'on va les stocker dans des batteries? Ou est-ce qu'on va les stocker dans un chauffe-eau? Donc on va chauffer l'eau. Donc toute la question est là. Alors, pour ça, on va déjà calculer combien il nous génère d'énergie dans une journée, par exemple. Donc on va prendre un ensoleillement on va prendre 500 watts par mètre carré. Ça, c'est un bon ensoleillement valentinois. Et on va prendre 16 heures par jour de soleil. Bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si on a un panneau solaire qui a un rendement état qui vaut 0,2, eh bien, l'énergie qui est récupérée par notre panneau, c'est facile, c'est 500. Alors, oui, et dernière chose, on a une surface de 10 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, c'est déjà une belle surface de panneaux solaires. Donc, ça nous donne une énergie qui est simplement l'ensoleillement fois la surface, d'accord,
fois le rendement quand même, et puis fois le temps, donc 16 heures, fois 3600. Et ça nous donne, donc ça nous donne 80 mégajoules, donc 80 mégajoules donc par jour. Ça, c'est la première chose qu'on a, c'est la production d'un panneau solaire. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment on va les stocker. Alors la première chose, c'est d'énergie de 80 mégajoules de stockage par batterie. Donc pour faire ça, il faut d'abord combien on peut stocker dans une batterie. Donc ce que j'avais mis dans l'énoncé, c'est qu'avec 30 litres d'essence, on fait 350 km. Et avec 30 litres de batterie, on fait 50 km. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est simplement une règle de 3, hein, c'est de trouver combien contient 1 litre de batterie. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 1 litre d'essence, j'ai 35 mégajoules. D'accord. Et puis ici, ce que je peux voir, c'est que dans un litre de batterie, j'ai 7 fois moins d'énergie stockée, puisque je peux faire 7 fois moins de distance. D'accord. Ici, je divise par 7. Donc, comme je fais 7 fois moins de distance, eh bien, je fais 7 fois moins d'énergie stockée. Donc, ça veut dire que dans 1 litre de batterie, j'ai 5 mégajoules. D'accord. Ça, c'est dû simplement au fait que j'ai 5 fois moins d'énergie. J'ai par contre 5 fois moins de distance, donc j'ai 5 fois moins d'énergie stockée. Bon, maintenant, on va regarder le stockage dans de l'eau. Alors plus exactement, on va regarder si on prend un chauffe-eau de 200 litres. Alors si on prend un chauffe-eau de 200 litres, pour 1 degré d'élévation, on a une puissance Q qui est égale à 4,18 10 puissance 3. Ça, c'est la chaleur spécifique de l'eau, fois 200, donc ça fait 200 litres. Parce que le CP, c'est 4,18 10 puissance 3 joules par Kelvin par kilo. Et donc, on obtient que ça vaut simplement, alors, c'est facile à calculer, 4,18, ça vous fait 836 kilojoules. Donc ça, c'est pour élever la température d'1 degré dans mon ballon d'eau chaude. Ok. Donc finalement, si je stocke mon énergie, là j'ai un stock. Donc si je prends mes 80 mégajoules, qui sont produits par le panneau, ben, j'ai deux choix. Ça me fait 80 divisé par 5 en batterie. Donc ça me fait 16 litres de batterie.
Alors, ensuite, ça peut faire aussi. Alors, si on regarde de l'eau, dans les 200 litres d'eau, alors ça fait un truc énorme, hein. Donc, 80 mégajoules divisé par 836 kilojoules. Ça va nous faire un truc énorme. Ça nous fait 95,70. Alors, ce qu'on va faire un peu, c'est qu'un chauffe-eau, par degré, hein, bien sûr. Un chauffe-eau, en général, l'eau, on la porte pour un chauffe-eau. L'eau, on la porte de 20, plutôt de 10, alors on met de 15 degrés, c'est l'eau qui arrive du robinet, hein. Donc de 15 à 60 degrés. Et à ce moment-là, on peut chauffer. Vous voyez, donc on a dit qu'on portait 95,70 degrés. Et il suffit de diviser ça par 45. Et vous pouvez chauffer exactement 2,12 chauffe-eau. Donc ce que vous voyez ici, c'est que finalement, c'est pas mal le chauffe-eau. L'eau, c'est pas mal pour stocker l'énergie parce que vous avez une grosse capacité calorifique. Donc en fait, tout ça, c'est des chiffres très surévalués au niveau de l'ensoleillement, etc., etc. Mais voilà, avec de l'eau chaude, on peut stocker pas mal d'énergie en jouant sur la capacité calorifique, puisque plutôt qu'avoir 16 litres de batterie, ce qui est assez important, surtout qu'en fait, on ne va pas avoir un rendement de 1 sur les batteries. On peut chauffer de l'eau, ce qui est intéressant, puisqu'avec des chauffe-eau de 200 litres, on peut chauffer 2 fois le chauffe-eau avec une seule journée d'ensoleillement. Voilà. Bien avec la chaleur de partout. Et ce qu'on avait vu, c'est que essentiellement, pour lui, ce qui était important, c'est que la chaleur qu'il recevait était égale, alors, à cette surface-là, d'accord? Donc la surface immergée fois la résistance thermique fois delta T qui était la différence de température, ok, multiplié par le temps, par le temps de trajet. S'il vous plaît. Ok. Donc, il y a tous ces termes-là. Alors, le temps de trajet, ce terme-là, on le connaît, c'est 140 jours. D'accord. Ce terme-là, on le connaît parce que c'est 0 moins 10 degrés, puisqu'on a dit que la mer était à 10 degrés. La résistance thermique, ça c'est donné. Et si je me souviens bien, c'est 10 puissance 2 watts par Kelvin par mètre carré. Je crois que c'est ça. C'est ça qui donne dans l'énoncé, non? C'est des joules, pardon. Pas des watts, c'est des joules. Non, c'est pas ça qu'il vous donne. Normalement, il vous le donne dans l'énoncé, ça. Et puis, il manque... Ce qui vous manque, c'est la surface immergée. D'accord?
plus le H de la mer. Facteur de température de l'iceberg moins la température de la mer. Sur CL. CL, c'était quoi déjà? Pas une surface qui traîne? Non, on n'a pas de surface là-dessus. C'est peut-être ça, la donnée tellement que c'est fait pour ça qu'on n'avait pas la bonne donnée là. Oui, s'il n'y a pas de surface, c'est un souci. Ouais. Ah bah oui, ça, c'est pour ça pas de surface. Ensuite, on a la chaleur latente de fusion. En fait, c'est la formule finale qu'on avait, c'était ça. Et pour la mer, c'était peut-être 10 degrés. Ah, c'est 100, pardon. 100, c'est 10 puissance 2. Alors, le problème qu'on a, c'est de trouver la surface immergée. Alors, comment on va faire pour trouver la surface immergée? Le premier point, c'est comment on va trouver cette surface. Alors, pour trouver cette surface, ce qu'on peut faire, c'est partir de la masse de l'iceberg. Si vous avez sa masse qu'on vous donne, vous pouvez trouver facilement le rayon. D'accord? Donc, on part de la masse. Alors, comment vous pouvez relier la masse au rayon? Est-ce que quelqu'un a une idée? N'est-ce pas? Parce que ce matin, j'avais oublié la surface, mais sinon c'est la même. C'est parce que je suis idiot, voilà. Est-ce que vous avez une idée comment relier la masse au rayon? Et ben, si le rayon il augmente, la masse elle augmente. Ça c'est vrai. Et donc comment, si vous avez une sphère... Donc, Ouais. Et je suis tout à fait d'accord. Donc si vous avez une sphère, comment vous reliez la masse de la sphère au rayon? c'est égal à la Non. Comment, alors plus exactement, comment vous reliez la masse au volume, je dirais? Parce que si vous avez le volume, vous avez le rayon. Enfin, si vous avez le rayon, vous avez le volume. Hein. C'est la même chose, d'accord? C'est très simple hein, ce que je vous demande. Calculer la surface de ma sphère, celle-là, en fonction du rayon. Donc comment je calcule la surface d'une sphère en fonction de son rayon? Presque. Alors là où vous avez raison, c'est que c'est forcément r carré, parce que c'est une surface. Alors en fait, c'est 4 pi r carré. Ouais. Donc la surface immergée. Alors, comme la partie qu'on recherche, celle qui est dans l'eau, c'est pas toute la partie. Donc on va mettre un 2/3. Ça, c'est la partie immergée. Donc vous savez que sur un iceberg, il y en a à peu près 2/3 qui sont sous l'eau. D'accord? Deux tiers de 4 pi r carré. C'est égal à 8 pi. 8 pi sur 3. 8 pi sur 3 fois 3m sur 4 pi rho puissance 2/3. Ok? Là, on a calculé la surface qui nous intéresse.
mais c'est une manie d'éclater de rire pendant ce cours. Pardon, monsieur, la fatigue. Ouais, c'est la fatigue, mais ça, j'aime pas trop quand même. 4 pierres carrées. Voilà, donc on a notre surface maintenant. Donc on a la surface. Donc on va pouvoir écrire cette formule-là. Et par conséquent, la surface émergée, c'est l'inverse, hein, évidemment. Au lieu d'avoir un 2 tiers, on a un tiers ici. Donc ça fait 4 pi r carré. Ah, pardon. Donc ça vous fait 4 tiers, ça vous fait 4 pi r carré sur 3. Et ici vous avez 4 pi, facteur de 3e, sur 4 pi rho, puissance 2 tiers. Voilà. Alors maintenant, on sait en fait la quantité de chaleur qui va arriver sur notre iceberg par unité de temps. Par unité de surface. Donc maintenant, je connais les surfaces qui sont importantes pour mon iceberg, la surface qui est dans l'eau et la surface qui est dans l'air. Okay. Donc je vais pouvoir calculer précisément les apports de chaleur dans mon iceberg. Okay. RTH, c'est en résistance thermique. Ouais, mais si vous n'avez pas le rayon, vous avez le même problème. Oui, je suis d'accord que 2 tiers, 1 tiers, il ne change pas grand-chose à la fin. Je suis d'accord avec vous. Ça aurait été plus simple parce qu'on est... Bon, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est chiant, c'est comme on n'a pas le rayon, on est obligé de passer par là. C'est bon? C'est 10 tonnes. Non, 1000 tonnes, je sais plus. En 10 tonnes. Bon, alors maintenant qu'on a ça, on va réécrire cette ligne-là. On va réécrire cette ligne-là, mais en mettant ici les bonnes valeurs. D'accord? Donc, on y va. Dû à l'eau, donc c'est 8 pi sur 3 qui vaut 3e sur 4 pi rho. Donc la chaleur, donc ça c'est la chaleur reçue par l'iceberg pendant son trajet. D'accord. Hop. Donc on va calculer Q, qui est la chaleur reçue Donc on va calculer d'abord ce qui lui arrive par l'eau, d'accord? Donc ce qui lui arrive par l'eau, c'est la surface. Et puis vous avez derrière
puissance 2 tiers. Donc ça, c'est la surface. Et il me reste ensuite la résistance thermique de l'eau. D'accord ? Fois le delta T avec l'eau. Ok. Et puis fois le temps de trajet. Si, quand on voudra trouver la glace, on diffusera par la chaleur latente, effectivement. Là, on calcule juste les apports de chaleur, mais après, effectivement, il faudra diviser par la chaleur latente. Plus 4 pi sur 3 fois 3m sur 4 pi rho puissance 2 tiers fois la résistance thermique de l'air fois delta T de l'air fois le temps de travail, temps de voyage. Alors on peut factoriser un petit peu des choses, c'est pas palpitant, mais enfin on peut quand même factoriser un 4 pi sur 3 et puis un T ici. Et il nous reste ici puis ici quand même un 3m machin, on peut le factoriser. 3m sur 4 pi rho puissance 2 tiers. Et il nous reste ici un 2 fois la résistance thermique de l'eau fois le delta T de l'eau plus la résistance thermique de l'air et puis le delta T de l'air. Voilà. Est-ce que tout le monde suit à peu près les calculs ou pas? Quoi? C'est atroce. J'avoue que celui-là, il est un petit peu pas très user-friendly, quoi. Alors, maintenant, comme le faisait remarquer quelqu'un, pour trouver la masse de glace, il suffit de diviser ça par la chaleur latente. D'accord? Et on aura la masse de glace. Et ça sera fini. Donc, la chaleur latente, c'est 4,18 kilojoules. Oui, c'est ça. Kilojoules. Kilogramme moins 1. Voilà, kilogramme moins 1. Donc si je divise Q par la chaleur latente de fusion de la glace, j'obtiendrai le volume, la masse de glace qui a fondu. Okay. Alors au passage, je vous fais signaler que cette chaleur latente est très élevée, hein, parce que pour la glace, on a beaucoup de mal à briser. Si, c'est 4,18 kilos. Ah merde, oui, parce que c'est de l'eau salée. Oui, vous avez raison, la chaleur latente, c'est pas celle-là qu'il faut prendre. Parce que quand c'est de l'eau salée, c'est pas la même. C'est 333 10 puissance 3, c'est ça? Joule par kilo, c'est ça? C'est des joules par kilo.
c'est de l'eau salée, c'est différent de l'eau pure. Ça abaisse la chaleur latente de fusion de mettre du sel. Pourquoi faire? Pour l'instant, on connaît la chaleur qu'on a amenée dedans. D'accord? Ouais. C'est les joules par kilogramme. Ouais, ce qu'on cherche, c'est les kilogrammes. Faut juste diviser ce qu'on a trouvé par ça. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc, alors quand vous mettez du sel, sur la glace, vous savez que vous abaissez le point de fusion parce que vous voyez que cette chaleur latente, elle est plus faible que la chaleur latente dans de l'eau pure. Donc vous abaissez la température de fusion. Vous savez que le mélange de sel dans l'eau est une réaction qui est extrêmement endothermique. Quand vous mélangez du sel avec de l'eau, ça refroidit énormément. Non, personne ne m'écoute, donc ça tombe bien. Vous avez dit que le sel, vous baissez le point de fusion et du coup, ça faisait pour la glace, ça a une chaleur plus basse. C'est comme ça que Louis XIV mangeait des sorbets. Et c'est vrai en plus. Non, mais j'ai entendu, c'est comme ça que Louis XIV, c'est pas la... Manger des sorbets. Il mettait du sel dessus. Mais non. Bon, Louis XIV, c'est pas lui qui le faisait, il avait les larbins pour faire ça. Vous prenez un grand saladier. Puis dedans, vous prenez votre petit bol où vous voulez faire votre sorbet. D'accord? Vous mettez de l'eau dans le grand saladier. Vous versez du sel, à peu près un tiers de sel en tournant vite. Vous pouvez descendre à moins 20 degrés comme ça. Mais le sel, il n'est pas dans le bol, il est autour. Faites un bain-marie. Non, mais ça va refroidir vachement. Il peut descendre à moins 20 votre d'eau salée. Vous essayerez ce soir chez vous. Alors, on passe du sel, on y passe du sel. Il faut à peu près un tiers de sel. Vous descendez à moins 10. C'est extrêmement efficace. C'est pour ça que quand on dit que Louis XIV mangeait des sorbets, c'est vrai. Bon, ben allez, on va faire ça. Hein. En chaleur latente, on appelle ça CL en général. Donc Q. C'est tout con. C'est égal à 4pi sur 3CL fois 3 fois la masse divisé par 4 pi rho puissance 2 tiers fois 2 la résistance thermique de l'eau delta T de l'eau plus la résistance thermique de l'air delta T de l'air. Il y a un truc qu'on a paumé en route, c'est le grand T. Il me manque ici un grand T. Voilà. Et là, on a fini. Voilà, donc c'est cette formule-là qu'on a. S'il vous plaît, je veux bien que vous soyez fatigués, mais taisez-vous quand même un minimum. Donc voilà la formule qui devrait nous donner la masse de glace qui va s'évaporer. Donc maintenant, il s'agit de faire ce calcul. Bon, faut y aller, hein, des fois dans la vie. Donc, on a factorisé tout ce qu'on peut devant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que
Elle est dégueulasse, mais en fait, ce deuxième membre-là, on peut l'oublier parce que ce truc-là, le R thermique de l'air, il est 20 fois plus petit que celui-là. Le deuxième terme, là? Ouais, vous pouvez le négliger dans votre calcul, vous prenez que le premier. Celui-là, il change à rien, c'est une correction. Bon, allez, on se lance. Il y en a un qui se lance avec moi, là. C'est 140 jours, c'est ça? Il fait combien le glaçon? Il fait 10 puissance 7, c'est ça? Attends, 2 secondes, je finis mon truc. Eh merde, je tape à côté, ouais. Et c'était 4 pistes sur 3 au départ. La ligne dessus. Alors, T. Si c'est bon, chez moi ça marche. Je trouve 5 10 puissance 7. Ouais. Donc je trouve 5 10 puissance 7 kilos. Ouais. Et là, l'iceberg, il en fait 10 puissance 8, non, c'est pas ça? On fait le calcul. Moi, je trouve ça qui me paraît raisonnable. Ouais. Je trouve 5 10 puissance 7 kilos avec mes petites calculatrices, ce qui me semble pas complètement déconnant. Donc je vous laisse vérifier ce calcul par vous-même.
C'était 10 puissance, c'est 10 puissance 7 le truc, non? Donc normalement, on trouve qu'il y a à peu près la moitié de l'iceberg qu'ils font. C'est ça, hein? Non, c'est kilogramme. C'est ça qui pose. Donc ça, c'est ce qui reste ou c'est ce qui a été perdu? C'est ce qui a été perdu, ça. Bien, donc puisque je vois que vous avez adoré ce problème. Moi, j'ai 5,2 fois 10 puissance. 10 puissance 7? Oui, mais c'est 5,2. Oui, mais c'est 5,2. Moi, j'ai mis 5, mais il y a des virgules derrière. Je vous en fais cadeau des virgules. Les petites pièces jaunes, là, je vous les laisse. Alors, comme vous avez adoré ce problème, la preuve, c'est que vous êtes que en parler. On va faire un autre problème. Ça, vous parlerez du problème, mais vous parlerez d'autre chose. Donc, on va voir lequel on va vous faire faire. Alors, regardons qu'est-ce qu'on va pouvoir... Alors, en fait, ce qui est marrant avec ce problème, c'est que quand les gens... Ça dépend vraiment de l'état d'esprit des gens, parce qu'il y a des gens, ils le trouvent en 30 secondes, et des gens, ils bloquent le compteur, quoi. Et en fait, je pense que c'est dû au fait... Là, je viens de voir avec le chat, là. Enfin, c'est pas un chat, hein, mais je veux dire, avec son chat, elle... qu'il suffit qu'on ait la bonne image. Je lui ai proposé le même problème avec le scotch et son chat. Elle a trouvé tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de l'image qu'on se fait. Je pense qu'il y a des gens, les voitures, ça leur parle pas, donc ils trouvent pas. Et si on leur propose le même problème avec une autre image, bah, ils trouvent. Et ça, c'est souvent le cas en physique, y compris pour moi. Moi, je raisonne beaucoup en images. Des fois, il y a des problèmes, on me les pose, incapable de trouver la réponse. Et si on la propose, si je me fais une autre image, là, je trouve le truc. Donc des fois, essayez de voir si dit autrement, vous arrivez à le trouver ou pas. Donc là, c'est tout bête. Hein. On a finalement... Qu'est-ce qu'on a au départ de l'action? On a un pneu. Donc un pneu, c'est un truc... c'est un pneu, quoi. Je ne vais pas vous expliquer comment c'est un pneu. Donc c'est un pneu. Et puis dans ce pneu, un pneu, vous savez, c'est en deux machins. Vous avez un autre truc comme ça. Vous avez un autre truc comme ça dedans. Hop, vous voyez rien. Ah mais c'est peut-être lui qui a rendu l'âme aussi, non? Non, il s'allume ou pas? Là qui est l'épaisseur du pneu. C'est-à-dire ça, cette distance-là, c'est donné par les chiffres que vous avez sur le pneu. Je ne sais plus lequel c'est, mais enfin il y a un chiffre qui vous donne cette épaisseur-là. Donc nous, comme on ne sait pas trop comment ça marche, on va simplement appeler ça R1 et R2, d'accord? Ouais, s'il y en a qui les ont, on les mettra après. Et puis on dit, qu'est-ce que ça va être sur la route, ce machin? Bon, et ben mon pneu il roule, il s'en va. Il roule, et puis au fur et à mesure qu'il roule, et ben il laisse une bande. Ça, c'est du caoutchouc qu'il laisse sur la route. Tant et si bien qu'à la fin... Alors, est-ce que j'arrive à le choper et à le dupliquer, lui? Non, je vais pas y arriver. Bon, ça a l'air compliqué, mon histoire. Je vais abandonner le projet. Donc, je vais vous refaire un truc comme ça. Tant et si bien qu'à la fin... Eh bien, mon pneu vert, il est toujours au milieu. Par contre, ce qui se passe... Oh! Celui-là, pour le moins, il est intéressant. Mon R1 est toujours à R1. Ça, c'est pas un problème. Parce que ça, c'est le volume, c'est l'intérieur de la jante, si vous voulez. Mais R2, il est plus tout à fait R2. Maintenant, R2... Il est
il a été un petit peu mangé. Donc maintenant, il arrive à R3 ici. On va appeler ça R3. Évidemment, je caricature. Hein, dans la vraie vie, c'est pas autant l'usure. Hein, mais il y a une usure quand même. Hein. Donc ça, c'est l'usure du pneu. Voilà, ce transfert-là, c'est l'usure du pneu. Alors, ce que vous pouvez dire quand même, c'est qu'il y a conservation de la matière. Ça, on peut quand même espérer que ça respecte ce principe. Donc, si vous avez conservation de la matière, vous pouvez écrire que le pneu que vous avez là se retrouve là. Donc, vous avez que pi R2 carré moins R1 carré fois la largeur, donc W. J'appelle W, c'est la largeur du pneu. Largeur du pneu. Est égal à l'épaisseur, d'accord? Donc E c'est égal à l'épaisseur du pneu fois le grand L. Et donc là, le grand L, c'est la longueur déployée. Comme j'ai mis le sol à l'horizontale, la roue est plus sur la route. Bon, pas grave, vous en souviendrez. Alors maintenant, j'ai besoin de vos lumières pour savoir combien vous avez pris. Donc W, vous avez trouvé combien comme valeur pour la largeur du pneu? Bon, la largeur du pneu, on s'en fout un peu parce que ça doit se simplifier. J'ai oublié ici un W que je rajoute. Donc le W, on s'en fout un peu parce qu'il va se simplifier. Par contre, l'épaisseur du pneu, c'est ce qu'on cherche. Les R1, donc effectivement R1, c'est le rayon intérieur. Rayon intérieur du pneu. Vous avez des valeurs pour ça? Vous avez mis quoi? Alors moi je suis parti à partir d'un peu de 16 pouces. Ouais. Pour le périmètre intérieur, j'ai eu 1,2 mètre. Mètre? Ouais. Un mètre? Périmètre, Ah, le périmètre pour le rayon interne, vous avez mis quoi? 1,2. Et pour l'extérieur, j'ai 1, de quoi? Enfin, pour le rayon, je parle. Ah, pour le rayon, non. Pour le rayon, j'ai 19 cm. De rayon intérieur et le rayon extérieur? Et le rayon extérieur, j'ai mis une hauteur de H un peu arbitraire, de 10 cm. Ouais. Donc 0,21. Enfin, 0,29 mètres. Rayon extérieur, donc je mets combien, vous dites? 20 cm? Alors, pour l'intérieur, j'ai mis 20 cm. Je peux arrondir. Ouais. J'ai mis 20 cm au rayon intérieur. Ouais. Et pour le rayon extérieur, 30 cm, ok. Et après, voilà, c'est vraiment très arbitraire. Ouais, non, mais c'est ce qu'on veut. Ok. Et la longueur déployée? Ouais, c'est ça. La longueur déployée, c'est à peu près 15 000 km. Voilà. Donc on a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Est égal à E fois L. Maintenant, on sait que pi R1 carré moins R2 carré
Fois quoi? Sur L est égal à E. D'accord, ça c'est la formule de départ. Et donc si on fait l'application numérique, on trouve que E est égal à pi fois 20 cm, ça fait 10 moins 1. Ouais. L'épaisseur de ce qu'on laisse sur la route. Donc ça fait 2 10 moins 1 au carré, donc ça fait 4 10 moins 2. Et l'autre il fait 30 cm, ça fait 3 10 moins 1, ça fait 9 10 moins 2. Vous me dites si je dis des conneries. Hein. Sur L qui fait 15 000 km, donc ça fait 15. Donc kilomètres ça fait 10 puissance 3. 10 puissance 3, 10 puissance 3 et 10 puissance 6. 10 puissance 6, bah ça fait 10 puissance 6 parce qu'il n'y a pas de carré ici. Êtes-vous d'accord avec mon petit jeu? Alors ça fait 4 fois 9, 36. D'accord. 10 puissance 1, ça fait 10 moins 4, 10 moins 3. 10 moins 3 sur 1,5, 10 puissance 1, 10 puissance 7. Et là, ça me fait pi fois 3,39, ça fait 10. 10 divisé par 1,5, ça fait 7. 10 puissance moins 10 puissance moins 10. Non, là je me déconne, il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui déconne dans mon calcul.